Allô tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu, la plupart la connaissent sous le nom de Michel MD Coloré. C'était vraiment un épisode, comme tous les épisodes en fait, là, c'est sûr, chaque intro va être pareil là-dessus. Mais c'était vraiment un épisode qui était enrichissant, éducatif, puis c'était le fun d'apprendre aussi à connaître la personne derrière le TikTok en soi, que moi je suis déjà depuis plusieurs années. C'était aussi l'occasion de découvrir comment on peut intégrer davantage la communauté scientifique et la médecine sur les réseaux sociaux. On voulait aussi remercier le studio Inventy de nous accueillir aujourd'hui et écouter l'épisode jusqu'à la fin. Je vous promets, vous le regretterez pas. Bonjour et bienvenue à Acrea en ondes. Aujourd'hui, Laurence Selage, coproductrice du Gala Influence Création, avec Maude, ma super co-animatrice. On reçoit Michel MD Coloré. Merci Salut! d'être avec nous. Ben, merci de me recevoir. On est super contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis super contente aussi. Écoute, on va parler de plein de choses. On en a parlé juste un petit peu aussi avant d'être en ondes. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par juste nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, en fait, j'ai étudié en médecine à l'Université de Montréal de 2014 à 2019. Après avoir fait mon cégep à Terrebonne, je me suis envenue à Montréal pour l'université. Puis, après avoir fini mes études en médecine, il faut faire au Canada absolument une résidence. Une résidence, c'est comme un post-doctorat, si on veut. Et puis, on peut aller en médecine familiale ou dans une spécialité qu'on appelle. Alors, moi, je suis allée dans la spécialité de santé publique et médecine préventive. Donc, dans cette spécialité-là, nous, on s'occupe de la santé des populations. Alors, mon patient, c'est plus un groupe d'individus plutôt qu'une personne. Puis je suis rentrée en santé publique vraiment parce que quand je voyais des patients à l'hôpital ou en clinique, je comprenais, disons, ce qui avait pu mener vers la maladie. Et souvent, c'est des choses qu'on pouvait éviter. Il y avait aussi des injustices là-dedans, c'est-à-dire qu'une personne qui venait d'un milieu socio-économique moins aisé, ou bon, peu importe, ou qui venait juste d'immigrer, pour donner un exemple, bien, avait plus de probabilité d'être malade. Puis, je voyais vraiment un... Je sais pas comment dire ça, mais... Un lien qui pourrait justement... que tu pouvais intervenir à ce moment-là pour prévenir ça. Parce que je me rappelle que tu as fait une vidéo là-dessus, que le premier facteur de maladie, je pense, c'était ta situation financière ou socio-économique. Oui, ça m'avait frappé, cette vidéo-là, ben, vraiment. En connaissant le milieu de la santé publique, j'ai compris qu'il y avait vraiment un domaine qui s'occupait de comprendre les déterminants qui mènent vers la maladie et, et d'agir aussi sur ces inégalités avec différents outils qu'on peut avoir. Donc, bref, c'est comme ça que j'ai choisi cette spécialité-là, que je termine cette année. Et j'ai aussi fait, dans le cadre de ma résidence, une maîtrise en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'était plus orienté vers les systèmes et politiques de santé, fait qu'on rentre dans des choses vraiment complexes sur comment, à l'intérieur du système de santé, mais aussi dans la société en général, on peut influencer positivement la santé des gens, puis de tout le monde, là, en brisant les inégalités. En tout cas, comme vous voyez, ça me fascine, je pourrais en parler pendant longtemps. Ben voilà. Puis là, tu as parlé d'influencer. Fait que là, t'es là parce qu'on voulait parler de ton rôle comme créatrice de contenu et / influenceuse. Explique-nous comment tu es tombée dans l'univers de la création de contenu. En fait, ça a commencé pour une raison complètement différente de la vulgarisation médicale que j'aime faire aujourd'hui. Pendant la pandémie, pendant justement que j'étais à la maîtrise en santé publique, mon année de cours de maîtrise avant de faire mon stage s'est passée entièrement à la maison parce que avec la COVID, on ne pouvait pas aller physiquement à l'université. Donc, c'était non seulement à la maison, mais c'était aussi en mode asynchrone qu'on appelle, c'est-à-dire que pour plusieurs cours, je n'avais même pas le prof devant moi qui m'enseignait en temps réel. Soit il se préenregistrait, ou soit c'était des lectures à faire, si on veut. Donc, c'était assez isolant. Moi, je sais pas si ça se dit. Même, hein? Donc, Ben, ça menait à isolé. Oui, ça menait à un sentiment d'isolement assez important. Je vivais seule avec mon chat à ce moment-là. Et donc, j'ai téléchargé TikTok parce que moi, je faisais partie des milléniaux qui pensaient que TikTok, c'était juste des enfants qui dansaient et donc qui avaient
rien à aller chercher là-dessus. Mais j'avais entendu des gens dans mon entourage qui aimaient beaucoup TikTok. Donc, je l'ai téléchargé. Et là, j'ai découvert des gens qui partageaient leur quotidien. Donc, ils nous amenaient dans des choses très simples, des routines de leur journée et au moment où ils s'habillaient le matin. Puis comment ils choisissaient leurs vêtements, leur look. Et ça me faisait sentir tellement bien. Ça me faisait sentir accompagnée, entourée, comme si on était tous ensemble là-dedans, finalement. Et bon, bref, grâce à ça, j'ai commencé à explorer de plus en plus mon style. En plus, on n'avait pas la pression sociale de sortir à l'extérieur, donc je pouvais vraiment m'amuser avec mon style sans penser au jugement de personne, aux préjugés de personnes plutôt. Donc, j'ai commencé à développer mon propre style, puis éventuellement, j'avais envie d'entrer dans ce processus créatif de partager aussi sur les réseaux sociaux. Je voyais qu'en français, au Québec, mais même en français en général, il y avait peu de personnes avec un style très funky. Il y en a, mais il y en avait pas beaucoup. Fait que ça me tentait d'amener un petit peu ma touche. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis éventuellement, j'ai dérivé un peu. Je vais rebondir là-dessus, d'ailleurs, parce que grâce à ton contenu, tu as été nominée à la première année comme dans la catégorie mode et beauté du gala. À la deuxième année, tu as remporté éducation sensibilisation. Donc, la question qui suit, est-ce que les gens te suivent pour tes trucs de médecine ou tes trucs de fashion? Mais je pense que la beauté, puis c'est la beauté des réseaux sociaux, c'est que je peux pas répondre à cette question-là. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ma page, c'est que je peux être moi-même et parler d'un peu de tout. Moi, en fait, la première année que je suis allée au gala, j'ai vu la catégorie éducation et sensibilisation, puis je me suis dit, l'année prochaine, je vais tout faire pour être capable d'être nominée dans cette catégorie-là. Parce que je savais que c'était là vers où je voulais m'en aller. J'avais toujours rêvé, moi, de faire de la vulgarisation médicale ou scientifique, mais je n'avais pas trouvé l'opportunité ou le bon angle. Et j'ai commencé à en parler de plus en plus. Mais ce qui est beau, c'est que les gens, pour plusieurs personnes, me suivaient pour la mode, puis pour, disons, du contenu léger. Alors, j'essayais de l'amener avec un ton aussi léger, par exemple, parler de santé sexuelle, de santé mentale, d'acné, etc. Et c'est peut-être arrivé à des personnes qui ne se seraient pas abonnées à un compte purement médical. Donc, 100%, je pense ça touche tout le monde. Mais ça touche tout le monde. La santé touche absolument tout le monde. Puis je pense que le fait de créer du contenu un peu diversifié, ça me permet de rejoindre des personnes qui sont peut-être pas rejointes par les messages généraux de santé, là. Tu as quand même fait aussi des liens, moi, en tout cas, dans la vidéo que j'ai vue de toi, entre, tu sais, il y a quand même un aspect beauté à la chose. Quand, par exemple, la dernière vidéo que j'avais vue, je pense que tu parlais d'acné dans le dos, je crois. Puis moi, personnellement, ça m'avait tout le temps été un certain complexe, puis de t'assumer comme ça, puis ça a fait comme, OK, moi, cet été, là, je me permets des camisoles, puis ça m'a vraiment comme sorti de mon moule, personnellement. Fait que, premièrement, merci pour ça. Mais tu sais, il y a quand même un lien entre la beauté et la médecine à travers ton contenu, là, quand même, pour cet aspect-là, là, un petit peu. Oui, bien, je pense que c'est, mettons, l'estime de soi, ça fait partie de notre santé. On a notre santé physique, qui est parfois liée à l'aspect esthétique, mais on a notre santé psychologique, la santé sociale aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé ou d'état de santé, comme l'acné, par exemple, qui peuvent venir jouer sur plusieurs tableaux. Et en médecine, on a encore beaucoup de tabous, de sujets stigmatisés. Et puis moi, je pense que c'est là où je trouve le plus ma place, ou une de mes places principales, de déstigmatiser des enjeux de santé qui pourraient l'être, comme l'acné. Et en commençant à créer du contenu, je m'étais dit, même avant d'avoir des abonnés, si je suis pour publier sur les réseaux sociaux, je veux activement contrer le phénomène d'idéaliser les créateurs de contenu pour pas contribuer à ce que je considère un problème. Parce que c'est un problème au niveau de la santé mentale. Puis ça, moi, je l'avais vu du point de vue médical. Donc, les dangers que peuvent amener les réseaux sociaux, notamment à cause de la comparaison. Mais quand est venu le premier moment où je me sentais un peu déprimée, ou alors que j'avais une énorme poussée d'acné dans le visage,
ben ça n'a pas été facile, puis j'ai dû me ramener au moment où je m'étais fait cette promesse-là. Puis j'essaye vraiment de l'appliquer. Ça se voit, honnêtement. Félicitations pour ça. Là. Puis même les sujets sont tellement bien amenés. Là. Moi, j'ai été patiente simulée pour les examens de médecine pendant 12 ans. Là. Fait que les examens de résidence, là, j'en ai vu des médecins là, qui... Puis juste par tes sketchs sur TikTok, on le sait que t'es une médecin incroyable. Ah, Vraiment. c'est gentil. Vraiment. C'est sûr que j'ai aussi un setup où je peux prendre tout le temps que je veux puis faire le nombre de prises que je veux. T'es pas en train d'enchaîner des rendez-vous, là, je comprends ça, mais quand même. Mais merci, c'est gentil. C'est comment, justement, niveau, tu sais, réseaux sociaux, médecine, bon, il y a aussi l'aspect des informations là-dedans qu'on navigue dans une mer de gens, des fois, qui donnent des informations sur les réseaux sociaux. Donc, sur la santé. Justement, est-ce qu'il y a par exemple, y a-t-il déjà des vidéos, toi, qui ont été bannies parce que le sujet a été apporté puis que la plateforme a mal compris ou l'algorithme? C'est des situations comme ça que c'est en... Bien, j'ai jamais eu de vidéo bannie, mais ces temps-ci, puis c'est assez nouveau, là, ça fait quelques mois, je remarque qu'il y a des nombres de vues extrêmement basses sur certaines vidéos qui parlent de sexualité. Excusez, je vais prendre une petite gorgée. Oui, j'ai entendu dire que t'es pas la seule personne qui vit ça. Non, c'est ça en effet. Et ça a commencé il y a quelques semaines où j'ai publié une vidéo. Et le nombre de vues a monté jusqu'à 42, puis c'est resté à 42 vues pendant 2 heures, je pense. Donc là, j'ai dit, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Ça se peut pas. Puis éventuellement, ça a recommencé à augmenter. Puis moi, j'ai reçu aucune notification, rien. Donc, à chaque fois, c'est ça. Quand j'ai une vidéo qui fonctionne moins bien, je reçois pas de notification, je peux rien faire, je peux pas contester une décision, par exemple. Là, j'ai essayé. En fait, moi, je me suis toujours dit que j'allais pas changer les mots que j'utilisais quand je parle de sexualité. Il faut dire pénis, vulve, vagin. Ça devrait pas être tabou. Voyons donc, ça devrait pas trigger, pardonnez-moi le mot en anglais, mais ça devrait pas trigger quoi que ce soit. Là. Ben oui, un bras, c'est un bras, un pénis, c'est un pénis. Là. Je te dis, je vais pas mettre à dire pébip, pénibip. Bon, fait que là, j'ai commencé vraiment à reculons à éditer, c'est quand même long, là, mais éditer tous mes sous-titres pour mettre un point d'exclamation à la place d'un « i » à pénis, ou à la place du L pour vulve, puis vagin, je mets un A, un arrobas, là, à la place du A. Mais ça fonctionne pas. Fait que je pourrais mettre un bip sur ma voix. De un, j'aime pas le message que ça envoie. Et de deux, ça prendrait beaucoup de temps. Tu sais, tu me demandais tantôt comment ça va créer du contenu en même temps que d'être en médecine, mais je pense que c'est la réalité de beaucoup de professionnels, mettons, qui créent du contenu. La gestion du temps, c'est quand même difficile. Donc, en tout cas, j'essaie de naviguer là-dedans, mais pour la sexualité, c'est pas facile. Parlant de médecins sur les réseaux sociaux, là, on sait... Je sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Peut-être que t'es mieux en possibilité de nous l'expliquer, mais je sais qu'à un moment donné, bon, les fonctionnaires de la fonction publique n'avaient pas le droit d'avoir des TikTok. Là, c'est comme les médecins qui en avaient un, ils n'avaient plus le droit. Je pense que toi, t'es resté. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça, là? C'est-tu correct? Avez-vous le droit? Il y a eu un grand flou, je dirais, du début de cette histoire-là jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a eu une directive ministérielle disant que les fonctionnaires ou les employés du gouvernement ne pouvaient plus avoir TikTok sur leur téléphone professionnel. Donc, la directive, c'est ça qu'elle disait. Donc, si j'avais un téléphone qui était donné par... L'hôpital, mettons. Oui, par l'hôpital, mettons, mais je ne pourrais pas avoir TikTok sur ce téléphone-là. Donc, la directive n'empêchait pas aux employés du gouvernement de créer du contenu. Par contre, cette directive-là a été interprétée de manière différente par les CIS et les CIUS. Là. C'est comme les entités qui administrent à l'échelle régionale les soins de santé. Donc, moi, là où je pratiquais, il n'y a pas eu de directive additionnelle, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de téléphone professionnel, donc je n'étais pas affectée par cette directive-là. Par contre, il y a certains endroits, dont le CIS d'un de mes amis médecins, qui a interdit à tout employé de ce CIS de produire quelconque contenu sur TikTok.
et puis de manière assez sévère. Donc, moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais si... C'est un peu problématique, là, dans le sens où, moi, quand c'est arrivé, cette affaire-là, j'ai fait comme, là, les premiers qui vont partir de ça, c'est les professionnels de la santé. Qui va être là pour répondre au monde qui disent n'importe quoi? Ouais. Puis, je suis en aucun point une professionnelle de la sécurité des données du Canada, mais moi, ce qui me préoccupait à ce moment-là, c'est qu'on n'entende pas la voix des créateurs de contenu ou d'experts sur la désinformation. Parce que ça se peut que éventuellement, ou que même à ce moment-là, le danger pour la sécurité des données soit plus grand que le danger de désinformation. Ça se peut. Ça, nous, on le sait pas. Mais j'aurais juste voulu entendre les deux côtés. Puis moi, je m'étais dit, ben je vais rester tant que je peux, parce que tout le monde va vouloir parler de santé. Tout le monde, on le disait tantôt, veut en apprendre plus sur sa propre santé et veut parler de santé. Puis si c'est pas des professionnels de la santé, mais ça va être d'autres personnes. Parfois, c'est des personnes qui le font bien. Parfois, c'est des personnes qui véhiculent de la désinformation. Donc, j'étais assez préoccupée. TikTok, tant que la plateforme va exister, je pense qu'on a besoin des professionnels de la santé, puis de tout type de professionnels sur la plateforme, tout comme sur toutes les autres plateformes. J'imagine que tu dois quand même, tu sais, en parlant des informations, te faire identifier de façon régulière sur des publications de désinformation pour demander des réponses. C'est quelque chose qui t'arrive ou... Bien, je pense que ça m'arrive de temps en temps, mais pour être honnête, j'ai de la difficulté à suivre les messages que je reçois et les identifications. Parce qu'en effet, la création de contenu rentre dans un petit trou dans mon horaire, puis dans un petit trou dans ma tête aussi. Ben, je passe quand même beaucoup de temps sur TikTok, moi, pour me divertir, mais tu sais, pour vraiment réfléchir sur des enjeux ou faire de la création. Donc, je pense que oui, je me fais identifier dans certaines vidéos, mais j'ai pas beaucoup investi cet aspect-là par faute de temps. Oui, malheureusement. Tout ce qui est la santé aussi, il y a quand même des choses qui nécessitent d'aller lire des études puis s'informer vraiment beaucoup. Qu'est-ce que conseil tu donnerais à quelqu'un si justement qui voit une vidéo puis qui est comme, est-ce que la personne a dit ça a du sens pour moi, je vais appliquer ça, tu sais, même les gens, là, on le sait, tes médecins t'en ont parlé beaucoup, mais les gens qui te connaissent pas, ils voient une première vidéo de toi, d'avoir un esprit critique, je pense que c'est quelque chose qu'on veut emmener aussi beaucoup, bon, chez les jeunes, mais même chez monsieur, madame, tout le monde. Tu resté des conseils pour parents ou quelqu'un pour leurs jeunes, tu sais, d'aller vérifier que l'information qui était, mettons, on va parler de l'histoire de crème solaire, là, on verra si je coupe le bout de crème solaire, mais mettons ça pour dire non, il faut que tu en mettes. Toi, mais il y a quelqu'un sur TikTok qui me dit qu'il fallait pas que je mette de la crème solaire, tu sais. Oui, mais voici les études, mais c'est sûr que si tu tapes pourquoi la crème solaire, c'est pas bon, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui répond à ça aussi. C'est sûr. Tout et son contraire va être disponible, puis va être crédible en plus. Je pense qu'il y a deux choses. Quand on reçoit de l'information, c'est de se demander qui est en train de me donner cette information-là, puis est-ce que c'est vraiment la personne qu'elle dit qu'elle est. Donc, on sait qu'il y a eu des problématiques sur les réseaux sociaux de personnes qui se présentaient comme des professionnels qui n'étaient pas. Des fausses avocates. Bien là, j'osais pas le dire, là, mais pour donner un exemple. Et est-ce que c'est une personne qui a étudié, qui a une expertise là-dedans, puis qui est crédible? Parce que, par exemple, généralement, si un médecin vous parle sur les réseaux sociaux d'un enjeu de santé, il est vraiment censé se baser sur la science puis se baser sur des faits. S'il ne le fait pas, bien, on a le Collège des médecins parce qu'on est, des professionnels, on est checké, là, on est supervisé. Si on dit quelque chose qui n'est pas vrai, qui peut nuire à la santé, bien, on va se faire avertir, puis il faut absolument se faire avertir. Fait que ça, c'est la première étape. De poser un jugement sur la personne qui nous livre le message, mais même là, on peut douter, puis on peut aller chercher des sources différentes, peu importe le sujet, peu importe la personne. Et là, bon, il faut choisir sa stratégie. Moi, je pense que d'aller sur Google, c'est pas une mauvaise idée. En tapant le sujet, essayez de taper le sujet au neutre, fait que pas dire pourquoi la crème solaire, c'est pas bon, plutôt dire... Est-ce que la crème solaire, c'est bon? Ou même là, pas neutre, les effets de la crème solaire. Ouais, ou utilisation appropriée de la crème solaire, ou bon, effet sur le corps de la crème solaire, par exemple, pour pas déjà biaiser les résultats. Et ensuite, ça
Ça, c'est ce que je fais, moi, à chaque fois que je consulte un site, c'est de regarder quel site je consulte. Il y a beaucoup de sujets de santé qui sont vulgarisés sur les sites du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de l'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique du Québec. Il y a l'OMS qui vulgarise très bien des enjeux. On peut chercher des sources aux États-Unis. Donc, on peut commencer par ça. Des fois, c'est la base, puis ça ne va pas nous donner tout ce qu'il y a aux alentours, là. Mais bon, puis de se fier au site web, puis si c'est un article, par exemple, bien, généralement, un article écrit par un journaliste, on peut quand même s'y fier parce que la rigueur journalistique fait que ça va être un professionnel qui va en parler, ou alors il va avoir fait une revue de littérature. En réalité, c'est ça, la situation sur le contenu en ligne, c'est que actuellement, dépendamment de ton domaine, il y a des ordres professionnels qui sont là pour faire la police. Fait que, tu sais, les médecins, c'est correct, sont encadrés, les infirmières, etc. C'est quand tu tombes sur des sujets qu'il n'y a personne qui s'en occupe, que là, ça peut... tu tombes entre deux chaises, puis là, il n'y a personne qui fait la police, puis en ce moment, il n'y a rien qui encadre ça non plus au niveau de la création de contenu. Donc, mais, tu sais, faut être un public averti, là. Absolument. Puis avec les médias traditionnels, moi, je suis une fervente défenseur de tous les types de médias. Je pense que c'est fantastique, la combinaison des médias sociaux et des médias traditionnels. Mais le désavantage des médias sociaux par rapport aux médias traditionnels, c'est d'avoir une grande équipe qui révise le contenu et qui essaye de diversifier ses points de vue. Quoi qu'il y a certaines personnes qui n'est pas d'accord avec ça, mais bon, à mon avis. Alors que sur les réseaux sociaux, ben, quand on voit du contenu, on ne le sait pas si c'est de l'information vérifiée, tout ça. Puis, oui, ça provient d'opinions parfois. C'est à nous-mêmes de faire le travail. C'est à nous-mêmes de faire le travail, puis c'est pas un travail facile. Puis comment tu vois ça, là, justement, l'intégration de la communauté scientifique ou de la médecine sur les médias traditionnels versus les médias sociaux? Est-ce que ça le rend plus accessible? Est-ce qu'on devrait aller vers là davantage? Je sais qu'il y a certaines subventions qui existent pour la création de contenu pour scientifique spécifiquement, là, parce qu'ils veulent faire le pont entre les milieux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je pense que la beauté des réseaux sociaux, c'est de rejoindre un plus grand nombre de personnes, particulièrement TikTok, mais même les autres plateformes. Moi, j'ai beaucoup apprécié voir des médecins là, arriver sur TikTok, puis genre faire partie de la conversation. Il me semble que ça faisait du contenu différent. Il me semble que je vois pas ça à la télé, là, à moins que je me mets à écouter une émission spécifique là, sur les maladies de je sais pas trop quoi, là, tu sais. Un format court aussi, là. Ça, exactement, un format court ou des sketchs comme toi tu faisais. Je veux dire, on dirait que ça rend la médecine accessible. Est-ce qu'il y a un pont à faire, tu sais, au niveau du traditionnel vers le web? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ça? Est-ce que c'est important? Je pense que c'est important. Puis là, on peut prendre le bout où je disais que ça rejoint plus de personnes. Ouais. Puis là, on peut revenir à maintenant. Tu oui. vois que je fais du montage parce que je veux pré-cue le montage. Puis là, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que comme professionnel de la santé, ou pas individuellement, mais comme réseau de la santé, on a le devoir de communiquer avec la population et de donner des connaissances, des compétences sur la santé. C'est un déterminant de la santé. Ça permet aux gens d'être en meilleure santé, de prendre des meilleures décisions pour leur santé, pour consulter, etc. Donc, c'est essentiel. Ensuite, c'est pas vrai qu'on peut dire, ben venez à nous, nous allons vous expliquer des concepts de santé. Je pense que c'est important d'aller vers les gens. C'est ça le concept des médias en général, mais encore plus des médias sociaux. On ne peut pas seulement parler à ceux qui écoutent la radio en se rendant au travail en auto le matin, pour donner un exemple. C'est important, mais il faut aussi qu'on parle aux ados, aux jeunes qui se divertissent sur TikTok puis qui ne vont pas nécessairement écouter ou regarder ou lire les nouvelles. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel. Maintenant, c'est à qui de le faire? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est un peu une vocation que moi, j'ai, puis que les autres personnes sur les plateformes ont. C'est des initiatives personnelles, oui, au bout du compte. Qui sont pas rémunérées. Exact. Et qui arrivent dans un horaire assez chargé. La majorité des professionnels de la santé ont des
ont des gros horaires. Clairement d'autres choses à faire dans leur semaine que de faire des vidéos. Ouais. C'est sûr. Et puis moi, j'ai commencé en me disant que je le faisais pour le plaisir. Et je me suis vraiment donné une mission de le faire tant que ça m'amenait du plaisir, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que des fois, je publie un petit peu moins, des fois, je publie un peu plus. Puis il vient une petite culpabilité avec ça, fait que j'essaie de travailler là-dessus. Mais c'est un défi quand même, du fait qu'on ne peut pas être aussi constant que certaines personnes qui se dédient aux réseaux sociaux, par exemple. Tu parles de culpabilité, justement, puis j'imagine que, tu sais, quand tu commences sur les réseaux sociaux, oui, il y a l'aspect de, comme, tu t'investis, puis là, plus ton réseau grossit, plus que tu as une audience aussi que tu veux, comme, servir, entre guillemets, là, qui attendent un petit peu le contenu. Moi, je me rappelle quand on a commencé l'aspect gala et tout ça, de m'afficher sur les réseaux sociaux, ça a tout le temps été un défi, même si je fais pas énormément de contenu, parce que ce que les gens pensaient de moi, c'était quelque chose que je trouvais quand même relativement difficile. Puis c'était avec le gala, même quand il y avait des choses, ça m'attaquait un peu personnellement, mais c'était pas Maude Belleval qui était là devant, c'était vraiment plus le gala Influence Création qui avait telle chose. Comment tu as vécu ça au début, toi? Parce que la croissance, ça s'est faite quand même rapidement, si on parle de pandémie à maintenant. Comment tu as vécu cette transition-là? Cette augmentation d'abonnés-là, je pourrais dire. Bien, initialement, quand il y a eu une augmentation d'abonnés ou qu'on a notre première vidéo qui a beaucoup de vues, ça donne un certain vertige quand même. Et puis moi, quand je commençais, c'était avec en partageant un style qui est assez particulier. Donc, je recevais des commentaires négatifs, puis c'était un peu difficile à absorber. Mais c'était quand même moins difficile pour moi que de publier sur mes réseaux sociaux personnels. Puis où les gens te connaissent. Où les gens me connaissent. Okay. Et puis justement, quand je suis allée à mon conventum du secondaire récemment et qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils me suivaient sur les réseaux sociaux puis qui aimaient ce que je faisais, là, j'ai fait « Oh non, mon Dieu! Okay, il y a des gens que je connais qui me suivent sur les réseaux sociaux, puis ça me gêne plus que des gens qui me connaissent la vraie vie, mais c'est la peur de quoi, exactement? Oh, c'est la peur d'être jugée, puis je pense que c'est pire avec des gens que j'ai côtoyés au secondaire, parce que j'étais adolescente à ce moment-là, j'avais vraiment peur d'être jugée comme tous les adolescents. J'étais quand même assez différente. On dirait que ma peur d'être jugée, je la gérais en assumant ma différence, tu sais. Je me rebellais quasiment contre plus les gens de mon âge que contre les adultes, là, tu sais, ça a été pour moi un petit peu différent que pour d'autres personnes. Et je pense que j'ai gardé en tête l'idée que toutes les personnes avec qui je suis allée au secondaire me jugent. Ce qui n'est pas vrai. On s'est revus, on est tous des adultes, tu sais. Mais je pense que c'est cette idée-là. Et puis, j'ai souvent cette perception de la part de mon entourage, à l'exception peut-être de ma famille, de mes amis proches, qu'il y a un jugement qui est posé sur moi. Ça, c'est un travail personnel, tu sais, à faire. Ça se peut qu'il y ait des jugements des fois, puis c'est normal, mais la majorité du temps, il n'y en a pas, même quand on pense qu'il y en a. Donc, encore aujourd'hui, quand je publie sur mon Facebook personnel, ça me stresse plus ou ça m'amène un petit inconfort que j'ai pas. Puis d'ailleurs, il faut que je remercie juste les gens, parce que faut que les gens sachent que quand ils laissent des commentaires positifs, ça fait une immense différence. Je me sens vraiment dans un endroit bienveillant sur TikTok puis sur Instagram. Fait que je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, par contre. Je suis chanceuse. C'est ça, ça peut virer l'autre bord aussi. Là. Ça dépend de quel site de TikTok que tu tombes aujourd'hui. Absolument. Et ça m'est arrivé en parlant de sujets sensibles pour certaines personnes, comme la vaccination, de me faire ramasser, on peut dire. Ah, c'est sûr. Ça, c'est pas facile, vraiment pas. Faut apprendre à gérer. Mais quand quelqu'un me dit que je suis laide, par exemple, ça arrive pas souvent, mais ça me dérange pas. Ça me dérangerait beaucoup plus si c'était quelqu'un que je connais, tu sais. Justement, pour les créateurs qui commencent puis peut-être qui ont eu certains commentaires négatifs, as-tu des trucs que tu as trouvés à travers le temps, puis même encore que tu travailles aujourd'hui pour t'enlever peut-être pas cette culpabilité-là. Cette culpabilité, c'était plus que ce qu'on parlait tantôt, mais cette peur du jugement-là? Bien, je pense que ça vaut la peine quand même de relire les commentaires positifs et de prendre conscience que notre cerveau, naturellement, puis c'est humain, c'est normal, va porter plus d'attention aux commentaires négatifs. Bon, mais gardez en tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Attends, j'avais une idée puis je l'ai perdue. Ah oui. Ensuite, je pense que ça aide
bon, même si c'est pas toujours possible, de le voir avec bienveillance. Quelqu'un qui m'insulte sur les réseaux sociaux, derrière son écran, surtout des insultes très méchantes, clairement n'a pas que de la joie dans son cœur, on va dire. Et surtout quand je parle d'enjeux de santé, comme la vaccination, et que que ça frôle les menaces très violentes, on va dire, dans les airs, là, pas des vrais, mais bon, je me dis, cette personne-là doit vraiment vivre de la détresse pour renvoyer ça sur un individu comme ça, sur des sujets scientifiques. Moi, ça m'aide. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Il y a le principe aussi en psychiatrie, en psychologie, de transfert et contre-transfert. Donc, il y a un individu qui te transfère une émotion, puis le contre-transfert, c'est l'émotion que toi, ça te fait ressentir. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui m'envoie une émotion par de la violence verbale, moi, ça me fait sentir de la colère ou de la tristesse ou de l'inconfort. Mais ça, je peux l'analyser puis dire, bien, l'émotion qui me transfère, ça lui appartient. Puis de rester confiant dans son contenu. Et de sortir son parapluie de l'indifférence. Oui. Mais ceci dit, pas facile des toujours. fois, il y a des situations inacceptables. Puis moi, ça m'est arrivé souvent de répondre à des commentaires en essayant de le faire avec classe pour que les gens comprennent qu'il y a quelqu'un qui lit le commentaire à l'autre bout. Parce que des fois, on dirait que on s'en rend pas compte. C'est comme si les réseaux sociaux emmenaient une barrière qui déshumanise le processus au final. Là. Fait que, ouais. Ouais. Mais c'est pas facile, puis ça peut aider d'en parler à d'autres créateurs de contenu. Moi, à l'époque, quand j'avais reçu beaucoup de haine, j'avais parlé à Mathieu Nadeau-Vallée, qui est résident en anesthésie, puis qui avait reçu beaucoup de haine pendant la pandémie. Ça rend pas ça acceptable, mais ça aide de pouvoir naviguer ça avec d'autres personnes. Je pense que ce qui est à retenir aussi, c'est que la plupart des créateurs, en tout cas dans les conversations qu'on a eues, jamais ils sont comme les commentaires négatifs, ça me passe des pieds par-dessus la tête. Je pense qu'il y a tout le temps un moment que c'est normal que ça l'affecte. Oui, parce c'est normal. que ça quand même attaque directement la personne. Mm-hmm. Mais après ça, c'est ce que tu en fais avec. Fait que là, tu ressens l'émotion comme tu l'as dit. Après ça, c'est comment que tu la retransformes ou que tu la changes, cette émotion-là. Mais de ressentir cette colère-là, je pense qu'elle disparaîtra pas à ce que j'entends de comment les créateurs ils se sentent actuellement. Là. Non. Ça va s'atténuer peut-être. Je pense qu'on n'a pas à accepter l'inacceptable. Puis je pense qu'on peut être ferme en disant, sur ma plateforme, je n'accepterai pas de violence verbale, de commentaires homophobes, racistes, etc. À un certain point, on peut supprimer des commentaires quand ils sont vraiment inacceptables, bloquer les individus, parce que c'est pas des individus qui ont besoin de voir notre contenu, là. C'est sûr. Même dans la vraie vie, là, si tu vas dans la rue puis tu croises quelqu'un puis tu fais des menaces, tu peux te faire poursuivre. Ben, c'est certain. C'est pas parce que t'es sur le web que t'es blanchi, puis c'est peut-être moins contrôlé, mais t'es pas à l'abri de rien. Là. Je change un peu de sujet, à moins que t'avais une question. Je m'en allais vers la même question. Fais-tu des collabs? Ou vas-tu en faire? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un enjeu plus complexe pour, on va dire, les professionnels de la santé. J'en ai fait très peu parce que faut vraiment que je garde en tête que même si je fais du contenu des fois comme Michel, ben je reste avec un titre professionnel, puis moi, je garde toujours ça en tête. Il faut que ça véhicule les valeurs de ma profession. Donc, j'ai accepté une seule collaboration, c'est avec un festival de musique classique, parce que je suis une grande amoureuse de la musique classique, parce que je pense que c'est le fun que les jeunes s'intéressent à la musique classique. Moi, être musicienne, je suis clarinettiste, puis ça a complètement changé ma vie, ça continue de changer ma vie. Donc, pour moi, les valeurs sont complètement alignées, donc j'ai accepté. Et sinon, bien, c'est des contrats que j'ai de vulgarisation médicale ou scientifique qui parfois arrivent sur les réseaux sociaux, mais qui sont avec différentes compagnies. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins payant pour moi. Pendant tu très restes longtemps. aligné à ton contenu, puis ta brand, puis tes valeurs. Là, puis je pense que les gens qui se lancent en création de contenu, il faut d'emblée que tu saches, bon, qui tu es, dans quelle position tu es. Est-ce que tu as d'autres engagements? Parce que quand tu parles même juste en ton nom, il y a quand même ton bagage qui est autour.
puis que tu mettes toi-même tes limites dès le début. Puis même les créateurs de contenu qui font ça de leur vie, je sais qu'ils se mettent des limites en termes de valeur, en termes de ce dont ils font la promotion. C'est quelque chose qu'on voulait faire un épisode spécifiquement là-dessus aussi parce que on a Isabelle Bonin qui fait du contenu plus fitness, qui est dans notre conseil d'administration. Puis justement, elle parlait des limites qu'elle s'était fixées, puis même qu'elle a discuté avec son conjoint, qui se sont les deux fixés quand elle a passé sa carrière d'avocate à créatrice de contenu. Puis ça serait important qu'on fasse un épisode juste là-dessus pour voir un petit peu justement les limites. Puis c'est correct d'en mettre sur est-ce que j'affiche mes enfants? Est-ce qu'il y a quand même des discussions à avoir qui sont importantes, là. Oui, c'est vrai. Puis, j'aimerais ça qu'on termine avec une question comme sur une note positive. Y a-tu un moment de ta carrière comme créatrice de contenu, puis on s'entend que ça se mêle aussi avec ta carrière professionnelle, que t'es comme ça, c'était un highlight de comme la reconnaissance et c'était vraiment un beau moment pour toi? Il y en aurait tellement plein! My God! Tu peux en nommer 2-3, là. 2-3? OK, ouais. Bon, ben d'abord, être nominé au gala en éducation et sensibilisation, puis de gagner en plus, ce qui est encore complètement fou pour moi, parce que tout le monde le méritait tellement, mais bref, ça m'a vraiment rendue fière, puis ça m'a donné confiance de continuer à créer, parce que c'était mon objectif. J'essayais de trouver ma voie comme vulgarisatrice médicale, puis là, ben, je sens que dans la dernière année ou dans les dernières 2 années, j'ai pu la trouver. Donc ça a été vraiment un beau moment pour moi où j'ai senti vraiment l'amour de tout le monde. Sinon, je pense qu'il faut que je parle du vidéo qui est encore épinglé sur ma page TikTok parce que je peux pas la désépingler, même si ça fait 2 ans, je crois, cette vidéo-là. Mais c'est une vidéo où je faisais un jeu de rôle. Excusez, j'ai de la misère. Ah, mais il fait sec ici, hein? C'est peut-être ça. Peut-être. OK. C'est une vidéo sur laquelle je faisais un jeu de rôle, puis je parlais de santé sexuelle parce que je m'inspirais un petit peu de... Ben, c'est pas un patient que j'avais vu pour vrai, là, mais je m'inspirais de mon expérience à la clinique de santé sexuelle. Et cette vidéo-là a eu à peu près 1,6 million de vues, puis plus de 150 000 j'aime. Et c'est arrivé en Europe francophone. Et c'est pas juste à cause du nombre de vues, c'est parce que cette vidéo-là m'a fait réaliser à quel point il y avait un besoin pour parler de santé sexuelle. Et vraiment, ça a complètement orienté le reste de ma création de contenu. C'est quand même un message fort, là, que ce genre de vidéo-là soit si populaire. Donc, c'est un peu grâce à ça qu'après, tu as continué sur cette lancée-là, si on peut dire. Oui, c'est certain. J'essaie de créer ce que j'ai envie de créer, mais c'est sûr que quand on se rend compte qu'il y a un certain besoin, bien, ça donne le goût de s'investir dans cette voie-là. Moi, j'ai une dernière petite question. En fait, c'est quoi l'avenir de Michel? Sur quoi tu travailles présentement? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bien, professionnellement, j'ai terminé, selon le moment où vous écoutez l'émission, ma résidence. Donc, je vais commencer à travailler éventuellement comme médecin spécialiste en santé publique. Et je vais continuer aussi à faire de la clinique de santé sexuelle. Puis côté médiatique, bien, c'est sûr que je veux maintenir ma présence sur les réseaux sociaux, puis continuer à développer ma passion pour la télévision aussi. Vraiment, j'adore ça. J'aime la radio aussi. Et je suis en train d'écrire un livre. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun d'explorer tous les types de médias pas possibles, quasiment. Sauf un podcast. Mais non, c'est sur un livre que je travaille en ce moment, peut-être un jour, qui est destiné aux adolescents sur la puberté, la santé sexuelle, un petit peu sur la santé mentale aussi. Mais le thème principal, c'est comment notre corps se développe, change, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, beaucoup basé sur la déstigmatisation, enlever les tabous. Et je raconte des histoires personnelles, comme un peu je fais sur ma page TikTok, pour normaliser certains enjeux. Puis en l'écrivant, je me suis replongée dans ma puberté, qui fait quand même, tu sais, ça fait longtemps, là, quand j'avais 12 ans peut-être, quand j'avais des cours de natation, puis j'avais commencé à avoir mes menstruations. Puis là, on voyait mes poils pubiens à côté de chaque côté de mon maillot de bain, tu sais. Je me replonge un peu là-dedans pour parler de pourquoi notre corps change, pourquoi il y a du poil qui pousse sur le pubis, pour donner un exemple.
Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui peut ne pas être normal quand consulté? Fait que... C'est vrai que je pense que quand on est ado, on est comme ça, c'est normal. On dirait qu'on se pose énormément de questions sur. C'est C'est normal. pas du tout à qui C'est- poser ces questions-là, là, Ouais. soyons honnêtes. Là. Genre, t'as Mm. pas envie d'en parler à personne, t'as pas envie d'appeler tes parents. Ben, tu t'habites avec eux, théoriquement. Oui. Théoriquement. Tu peut-être que tes appels quand même. Là. Mais tu sais, c'est sûr que ça va comment on dit ça? Tabou? C'est pas un verbe. Déstigmatiser. Ouais, déstigmatiser. Merci, Seigneur. 5e tournage aujourd'hui. Mais c'est vraiment une bonne idée, je pense, parce que Ouais. je me replonge adolescente, moi aussi, puis tu sais, tout ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai, puis il y en a sûrement comme 1 million de situations comme ça aussi que les gens, ils sentent, puis autant chez l'homme que chez la femme. On dirait que la femme, on est peut-être plus, ben là, je veux pas créer stéréotype non plus, mais je pense que on est plus porté à en parler entre amis peut-être un petit peu, puis l'homme, on dirait que c'est des choses qui parlent peut-être un petit peu moins, ça, c'est sûr que c'est de moins en moins ça, mais est-ce que tu vas aussi dans les stéréotypes masculins? Ben, Pas en les fait, stéréotypes, mais je fais vraiment un effort pour que mon livre s'adresse à tous, pas juste aux filles, à tout le monde, peu importe le sexe, l'orientation, l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Tout le monde sont les bienvenus. Tout le monde. En tout cas, tous sont les bienvenus. Puis je dis que c'est pour les adolescents. Je pense que des pré-ados qui rentrent dans l'adolescence, mais même des adultes pourraient vouloir lire mon livre parce que moi-même, j'ai appris des choses parce que je me renseigne pour expliquer le pourquoi de plusieurs concepts. Pourquoi, à partir de l'adolescence, ça pue quand on sue, alors que les enfants aussi, ils suent quand ils ont chaud. Bon, mais ça, voilà, lisez mon livre pour le savoir. Non, mais bref, je pense que ça peut intéresser tout le monde de comprendre pourquoi mon corps fonctionne comme il fonctionne, tu sais. Mhm. Fait que... Voilà, Voilà. félicitations pour ça. Hey, Ouais, merci vraiment. beaucoup, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Hey, merci Absolument. à vous, puis merci de donner la parole à différents types de créateurs de contenu. Je pense que c'est important, on est vraiment une belle diversité, puis tu sais, on représente la société finalement, fait que plus on est divers sur les réseaux sociaux, je pense plus ça peut être plus on peut en faire un endroit où il fait bon vivre, tiens. Puis ça va toujours élever le contenu. Ça va toujours quoi? Élever le contenu. Plus il y a de créateurs, plus le Divers. contenu, Ouais. va être C'est ça. enrichi, on va dire. Ben, merci, Michel. Merci à vous.